Et là, le mec Ah bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode collaboratif. Et en fait, pour vous expliquer d'où c'est venu, j'ai vu Betty récemment. Enfin récemment, il y a quelques temps. Et en fait, on a parlé d'anciennes relations, d'ex. Et il s'est avéré qu'on a vécu vraiment la même chose, enfin dans les grandes lignes. Et du coup, je me suis dit que c'était cool d'en faire un épisode parce que c'est un thème hyper intéressant. Et voilà, donc elle m'a très gentiment envoyé un audio pour faire un petit résumé. Et donc voilà, ça va être un peu un parallèle entre ce qui nous est arrivé à toutes les deux, sachant que voilà, c'est très similaire. J'étais avec quelqu'un de très bien. C'est une relation qui était plutôt saine au départ. Mais malheureusement, c'était aussi quelqu'un de très anxieux. Et c'est son anxiété qui a fini par peser sur notre couple et qui a déclenché la fin de notre relation. Voilà, alors dans mon cas, ouais, c'est assez similaire. Après, c'est toujours dur à dire parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et aussi, disclaimer, on n'est pas du tout là pour faire du shaming. Genre, voilà, on ne choisit pas d'être anxieux ou pas. C'est juste que on explique nous notre point de vue, mais en aucun cas, il y a du jugement ou quoi de notre part. Donc l'anxiété, ça peut se manifester dans plusieurs types de situations différentes, de manière plus ou moins intense. Et voilà, genre je sais que c'est vraiment pas facile à gérer du tout. Moi aussi, genre j'y fais face de temps en temps, mais c'est d'une manière assez différente et je la gère aussi, on va dire, d'une manière différente. Après, je pense que voilà, juste de mon côté, c'est peut-être moins intense et c'est moins, je sais pas, genre peut-être en termes psy, ce serait moins considéré comme un trouble. Donc en gros, avec Betty, on raconte notre point de vue. Parce que voilà, il est tel qu'il est, hein. C'est pas parce que l'autre personne vit un truc pas cool que nous ça nous impacte pas. Et ça veut pas dire t'as pas le droit de vivre ça, c'est juste pour en parler. Et après il y aura un point de vue d'une psychologue pour un peu on va dire qu'il y ait une certaine balance et qu'il y ait des deux points de vue, quoi. Pour remettre un peu de contexte, c'est une relation qui s'est terminée il y a un petit peu plus de 2 ans. Ouais, pour ma part, ça commence à dater aussi en ressenti, c'était il y a 1000 ans. Ça a duré 3 ans. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en école. On avait énormément de points communs. On était très, très complices. Ça se passait vraiment très, très bien entre nous au début. Et ça s'est vraiment très bien passé pendant quasiment 2 ans, même un peu plus de 2 ans. C'est quelqu'un qui a toujours été plutôt stressé. Mais en fait, quand on était en école, c'était très gérable parce que le stress d'un étudiant, c'est euh, est-ce que je vais réussir mes partiels, est-ce que je vais avoir mon année, mais c'est rien de bien grave. Et en plus de ça, il y avait quand même pas mal d'échappatoires possibles parce qu'entre toutes les soirées qui étaient organisées par l'école et tous les événements, il y avait vraiment de quoi se changer les idées. Donc très très gérable jusque-là. Et ça a commencé à se dégrader quand on est sorti de l'école. Je saurais pas dire quel a été l'élément déclencheur parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Faut savoir qu'on est sorti de l'école en février 2020, donc vraiment juste avant la crise du Covid. Donc il y a tout qui est vraiment tombé en même temps, quoi. Ça a été le stage de fin d'études, la recherche du premier emploi, le confinement. Voilà, ça a multiplié les sources de stress pour nous deux, mais surtout pour lui qui était déjà stressé de base. Et dans mon cas, en fait, c'était aussi très similaire, encore une fois, parce que c'était une période où il y a eu beaucoup de changements, donc que ce soit au niveau professionnel, en termes de logement, etc. Et du coup, ouais, ça lui provoquait beaucoup de stress, mais en fait, à moi aussi, parce que moi aussi, j'avais beaucoup de changements. Et du coup, j'étais un peu plus, comment dire, j'étais hyper exigeante. Et en fait, les deux cumulés, c'était compliqué, quoi. Donc ces sources de stress, c'était le travail. Déjà, il y a eu toute la période de recherche d'emploi. Oh là là, et si je trouve pas avant telle date, mais comment on va faire pour payer le loyer? Ensuite, quand il a trouvé son travail, c'était et si j'arrive pas à rendre mon dossier à temps? Et s'ils mettent fin à ma période d'essai et que je me fais virer? Voilà, beaucoup de choses. En plus de ça, il y avait aussi le contexte social. Comme on était plus à l'école et qu'on n'était plus en résidence étudiante,
On pouvait plus voir nos amis, presque 24 heures sur 24. Heu et ça le stressait pas mal. C'était, «Et s'ils me trouvent relou? Et si ils ont plus envie de me voir? Mais si on sort pas, ils vont penser que on est un couple de canards et qu'on est plus drôle et qu'on sait plus sortir». Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà vécu aussi, donc d'être avec une personne qui a ce genre d'angoisse sociale. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que, bah, genre, toi, t'es là et enfin, tu dis, bah, non, évidemment que non, enfin, t'inquiète pas, t'es super et tout. Mais en fait, genre, parfois, t'as l'impression que tout ce que tu dis, ça change rien à la situation et que juste la personne est stressée et toi, enfin, tu te sens vraiment impuissant. Et puis, vu que, enfin, après, souvent, les peurs, elles sont pas forcément fondées, quoi. Et toi, tu dis, bah, enfin, non, c'est tes potes, donc t'inquiète, quoi. Mais la peur, elle persiste, et du coup, parfois, c'est un côté quand même assez frustrant, quoi. Donc, j'imagine très bien que c'était pas du tout facile pour lui et que, enfin, c'est relou, quoi. Mais j'avais aussi, moi, du coup, du mal de me mettre à sa place et de me dire, bah, enfin, non, c'est hyper irrationnel. Si c'est tes potes, genre, évidemment, qui t'aiment bien et il y a pas de souci. Et du coup, parfois, c'était un peu dur d'avoir cette ambivalence de genre, pourquoi toi t'as ces peurs et moi je les ai pas, quoi. En parallèle de tout ça, il a aussi eu quelques soucis de santé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça regarde que lui, mais là-dessus aussi, c'était une énorme source de stress avec beaucoup de «et si, et si, et si», auxquels je savais pas forcément répondre. Ça a été assez compliqué à gérer pour moi parce qu'en plus de ça, ben, avec le covid, pendant cette période-là, il était en télétravail, ce qui fait qu'il arrivait pas à couper du tout avec le boulot. Hem et donc ben, c'était il était tout le temps, en fait, dans cet environnement de stress puisque notre appartement, c'était aussi son lieu de travail et donc on peut même pas dire qu'il ramenait, les problèmes du boulot à la maison, c'est les problèmes du boulot, ils étaient à la maison. Moi, j'essayais de le rassurer, tout le temps. Quand c'était pour le travail, je lui disais: «Mais t'inquiète pas, ils peuvent comprendre, demande de l'aide». Sur le contexte social, je lui disais: «Mais c'est tes amis, ils vont jamais penser ça de toi et si jamais ils pensent ça de toi, ben, c'est que c'est pas vraiment des vrais amis et que du coup, c'est pas si grave s'ils s'éloignent de nous». Mais en fait, rien n'y faisait. J'avais beau dire, quoi que ce soit, ça fonctionnait pas. Donc l'ambiance, chez nous, c'était beaucoup de stress, c'était toujours, ben, très, très négatif. Au point où des fois quand on s'embrouillait, il arrivait à me reprocher de ne pas l'aider assez, alors que moi j'avais l'impression, ben, de faire vraiment tout ce que je pouvais. Alors, dans mon cas, j'ai jamais eu de reproches comme quoi il me disait que je l'aidais pas assez. Mais en fait, c'était. Enfin, moi, genre, bah, je faisais à peu près la même chose, quoi, le rassurer, etc. Mais j'avais l'impression que ça changeait rien, en fait. Et que. Enfin, je me sentais hyper inutile. Du coup, c'était pas lui qui me reprochait de pas l'aider, c'était moi qui me disais, mais je sers à rien. Et c'est pas ma place aussi. Parce qu'il me disait aussi, mais si tu m'aides énormément, tu m'aides beaucoup plus que tu le penses. Et en fait, dans ma tête, je me disais, bah, enfin, genre, c'est cool, mais de un, j'ai pas cette impression. Et de deux, bah, c'est pas. Enfin, oui, c'est normal de s'entraider, mais je suis pas là pour être juste un soutien émotionnel, quoi. Heu, du coup, au bout d'un moment, ben, j'ai fini par lui dire que, ben, non, je l'aidais peut-être pas assez, mais que moi j'avais pas les clés, en fait, pas les moyens de l'aider parce que, ben, c'est pas mon métier et qu'il y avait des gens dont c'était le métier, bah, d'aider les gens et de l'aider lui, bah, dans la résolution de ce genre de problème. Donc je lui ai proposé d'aller voir un psy. Sa première réaction, ça a été, «Oh non, quand même pas, ben, ça va pas trop en ce moment, mais quand même pas à ce point-là». Alors, dans mon cas aussi, c'est poser la question d'aller voir quelqu'un. Et je trouve que c'est hyper délicat comme situation parce que je me disais, mais qui je suis pour dire à quelqu'un, va voir un psy? Enfin, moi, je suis pas parfaite non plus, je suis pas psy non plus. Et c'est hyper compliqué et ça peut vraiment avoir un aspect condescendant. Et en même temps, enfin, moi, dans ma vision des choses, je me dis, c'est comme si je vois quelqu'un qui est malade, je dis, bah, va voir un médecin. Enfin, pour moi, c'est vraiment en mode, il y a un truc qui va pas, c'est médical, donc certes, c'est dans la tête, mais c'est quand même de la santé. Et bah, tu vas voir le médecin de la tête, quoi, le psychologue.
Mais c'était une discussion hyper compliquée parce que, ouais, il y avait un peu, comment dire, de la résistance. Et il y avait aussi l'argument de non, mais ça va pas si mal que ça. Et moi, pour avoir côtoyé cette personne beaucoup, je me disais, mais moi, je sais pas comment je supporterais autant de stress. Après, c'est toujours facile de se mettre à la place d'autrui et de dire, ah oui, moi, à ta place, je ferais ça. Donc, encore une fois, je n'étais pas à sa place, donc c'est compliqué. Mais ouais, il y avait vraiment cette idée de ah non, c'est pas assez grave. Mais en fait, il faut pas attendre d'être au bout du bout pour aller chez le psy, hein. Moi, là, je vois une psy, je suis pas non plus au fond de la grotte. Et bon, voilà, genre, c'est toujours très compliqué de pas faire là, ah oui, moi je fais mieux parce que moi je vois une psy. Mais bref, continuons l'histoire. Euh, Cette période, elle a duré quand même assez longtemps et il a fini par accepter de prendre un rendez-vous. Mais bon, malheureusement, quelques jours après, il l'a annulé. Je sais plus quelle était l'excuse, il y en avait plusieurs, il me semble. C'était mais j'ai pas le temps en ce moment, j'ai pas l'argent non plus. Voilà, beaucoup d'excuses, mais toujours pas de rendez-vous. Et ce rendez-vous annulé, pour moi, ça a été un petit peu un coup de pied dans tous les espoirs que je pouvais avoir, parce que pour moi, c'était vraiment, il y avait que ça qui pouvait résoudre notre situation. Franchement, je trouve ça incroyable. Enfin, pas génial, mais quand même fou à quel point nos histoires sont similaires parce que, bon, dans mon cas, ça a été pareil. Genre, à un moment, il a évoqué le fait d'aller voir un psy. Il a dit, ouais, je suis prêt et tout. Je veux juste attendre que financièrement, ce soit un peu mieux. Mais c'était vraiment une question de 1 ou 2 mois. Et je me suis dit, ah, mais trop cool. Genre, ça m'a enlevé un poids des épaules. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, cette charge mentale un peu de je sais pas, d'être sûre qu'il va bien, d'être le soutien émotionnel, je serai plus toute seule à la voir et mais trop cool quoi. Parce que en fait, c'était ça dans ce genre de situation qui me posait problème moi, genre c'est pas qu'il soit stressé, qu'il ait des soucis, genre évidemment que c'est pas sa faute et que je suis là pour l'aider, mais en fait, c'était l'idée de me dire qu'il en parlait pas forcément à d'autres amis, il en parlait pas forcément à des professionnels et qu'il en parlait surtout à moi et en fait, c'est trop de pression en fait. Sauf que comme dans le cas de Betty, il y a eu voilà, le temps a passé. Il m'a dit ah non mais en fait c'est quand même cher, logistiquement parlant c'est compliqué. Et ouais j'étais hyper déçue parce que en fait genre moi j'avais l'impression que du coup il faisait pas ça, enfin qu'il devait faire ça pour que notre couple aille mieux et que je le voyais un peu contre moi. Genre, si tu fais pas ça pour toi, en fait, tu fais pas ça pour nous. Ce qui était dur aussi, c'est que comme il était toujours très centré sur ses problèmes, j'avais très peu d'attention. Sa libido, elle a aussi beaucoup baissé parce que le sexe, c'était pas du tout sa priorité et c'était j'ai pas la tête à ça en ce moment, voilà quoi. Malheureusement, il y a eu un énorme problème de timing aussi parce que c'est à peu près à ce moment-là que moi j'ai décidé d'arrêter la pilule. Euh, et malheureusement, sa libido à lui, elle baissait, mais la mienne, elle augmentait. Et donc on avait un gros décalage de ce côté-là. Moi, j'avais besoin d'affection, de contact physique, alors que lui, il avait pas la tête à ça, comme il disait. Ouais, pour moi, c'était vraiment ça, en fait. J'avais l'impression que, en fait, moi, j'étais un peu dans la catégorie des acquis et que du coup, il concentrait toute son attention sur les nouvelles choses, genre le travail, les nouveaux amis, et il stressait de fou que ça se passe pas bien ou qu'il y a un problème avec ça. Il voulait aussi être plus indépendant. Et moi, j'avais vachement Enfin, en vrai, c'est cool de vouloir être plus indépendant parce qu'un couple, c'est pas fait pour être non plus fusionnel tout le temps ensemble, selon la vision, mais c'est quand même bien de garder son indépendance. Et sauf que moi, je me sentais vraiment genre prise pour acquise et genre un peu mise sur le bas-côté, quoi. Et en termes de libido, la même. En plus, j'ai toujours eu cette idée que un mec, ça veut toujours faire l'amour. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a appris ou qui est un peu dans l'inconscient collectif. Et du coup, parfois, il voulait... Enfin, au début où il voulait pas, les premières fois, j'étais en mais comment ça? Genre, je suis devant toi, comment ça tu ne veux pas? Et après, bon, j'ai appris... Enfin, bien sûr que c'est ok et que si mon consentement est important, le sien l'est aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois où j'étais très frustrée parce qu'il y avait le mélange de tout. Enfin, genre, j'avais l'impression d'être prise pour acquise, on se voyait beaucoup moins. Quand on se voyait,
bon bah voilà, il était stressé ou alors il avait pas de libido et enfin bref, il y avait plein de trucs qui faisaient que j'étais très frustrée. Et franchement, au début, je me disais non mais on va surmonter un peu cette situation, c'est une passade. Et sauf qu'en fait, bah ouais, moi je me sentais pas capable et aussi genre le fait de pas savoir combien de temps ça allait durer, etc. C'était compliqué. Et puis je pense qu'on est aussi dans une génération quand même où bah plus vite, si ça va pas dans une relation, on va se dire bah pourquoi je m'inflige ça. Et c'est vrai que je me suis fait un peu la réflexion, mais j'ai pas forcément de réponse vraiment à ça. Mais enfin, genre, d'un côté, j'avais vraiment cette volonté de me dire, bah, si on surmonte ça, cette période, genre, après, on sera hyper fort et c'est fou. Et de l'autre côté, je me disais, ouais, mais en fait, genre, là, je me fais vraiment du mal. Enfin, je me fais du mal, si. Enfin, j'étais pas bien dans la relation, quoi. Mais voilà, c'est aussi que, ben, moi, j'attendais des choses, lui, il attendait d'autres choses. Et il y avait, voilà, il y avait un manque de cohérence, on va dire, où, enfin, les deux, on n'était pas en adéquation. Et ça veut pas dire que l'un est moins bien que l'autre ou quoi que ce soit, c'est juste que bah voilà, à ce moment, enfin à cet instant T, bah on pouvait pas se donner les choses qu'on voulait ou dont on avait besoin et que du coup ça marchait pas et j'avoue que je me sentais pas du tout de continuer comme ça encore longtemps quoi et que enfin certes il y avait une part de moi où je me disais bah je veux donner pour cette relation et l'autre je me disais mais en fait non je peux pas. Et ben, malheureusement, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui m'apportait plus d'intérêt que ce que lui pouvait m'amener. Et ben, c'est là que j'ai compris que c'était la fin. Pas comme moi. Non, je rigole. Vraiment, l'histoire est la même du début à la fin. Mais moi, en fait, c'est vraiment un problème que j'ai remarqué. C'est que j'arrive pas à quitter quelqu'un. Enfin, j'ai vraiment du mal à quitter quelqu'un. Et souvent, il y a un autre garçon qui est inclus dans l'histoire et qui me fait me dire, ah, en fait, peut-être que, peut-être que si je suis intéressée par cette personne, c'est qu'avec la première personne, ça va pas si bien que ça. Donc c'est jamais exactement la même chose. Ça ne veut pas dire que je trompe mon copain à chaque fois. Mais c'est quand même souvent inclus. Et là, bon, bah, ça a été un peu, en gros, la même histoire, quoi. Et j'en ai parlé à ma psy, je lui disais, mais j'ai l'impression que je suis toujours en train de subir parce que bah, ça m'est arrivé quelques fois de dire à un mec, oui, j'ai embrassé telle personne à telle soirée. Et du coup, l'autre mec est genre obligé, entre guillemets, de me quitter. Quand je dis quelquefois, ça m'est arrivé 2 fois, hein. C'est pas non plus une habitude. Et vu toutes les relations que j'ai déjà eues, c'est un faible pourcentage, ne vous inquiétez pas. Et je disais, bah oui, du coup, genre, enfin, c'est pas moi enfin, c'est moi qui subis la séparation. Elle me dit, bah non, en fait, t'es active dans le sens où si s'est passé ça avant, c'est que c'était un choix de ta part et que tu savais ce qui allait en découler et qu'en fait, c'était juste un moyen pour toi de sortir de la situation, quoi. Donc c'est une manière comme une autre d'être active, même si c'est clairement pas la meilleure, bon, je trouve. Notre relation, elle s'est plutôt mal terminée, à mon plus grand regret, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'estime toujours beaucoup. C'est quelqu'un de bien et voilà, j'aurais préféré qu'on reste en bon terme. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de contact, mais j'espère que cette fin qui a été un petit peu brutale, ça a été un déclic pour lui et qu'il a pris grâce à ça la décision de consulter un psy pour aller mieux, parce que c'est tout ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, dans notre relation, c'était plus possible et je pouvais pas en fait jouer ce rôle de psy parce que ben je sais pas faire, j'ai pas les clés, j'ai pas les moyens, j'ai pas été formée pour ça. Bon, de mon côté, c'était une fin, ouais, normale, on va dire. Mais donc j'en ai parlé de cette histoire à des copines, donc il y a quelques temps déjà. Et en fait, il y en a une qui est devenue psychologue entre-temps. Et donc, je lui ai demandé aussi son avis parce que, bon, du coup, là, on était vraiment dans la position avec Betty de la personne qui subit, entre guillemets, l'anxiété de l'autre personne. Et donc, c'est vraiment pas une position facile quand tu sais que la personne en question, enfin, que donc là, nos copains, ils étaient pas aidés à côté. Et en fait, ouais, genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une charge mentale.
Et c'est une position très frustrante parce que tu te dis, mais bah oui, j'ai pas les clés, c'est pas mon métier, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas forcément l'impression que ça va mieux. Et ouais, ça, c'est aussi un peu parfois inquiétant et même genre juste triste dans le sens où je vois l'autre personne qui va pas bien, j'aimerais qu'elle aille mieux, mais je sais pas quoi faire et l'autre personne dit non, non, mais ça va, t'inquiète. Et moi je me dis, mais, mais genre, je vois que ça va pas en fait, genre, je vois que t'es triste, je vois que t'es stressée et genre, si t'aimes la personne, t'as pas envie qu'elle ressente ça quoi, donc c'est vraiment très très frustrant. Et genre oui, clairement, ça pèse de fou sur le couple. Et bah voilà, dans mon cas aussi, vraiment, ça a été un problème, quoi. D'ailleurs, il y a un épisode du Cœur sur la table qui s'appelle L'ingénieur et l'infirmière, où il parle de ça et cette tendance un peu, quand t'es une fille, bah souvent tu prends voilà, le rôle de l'infirmière, où tu t'occupes de l'autre, tu dis non, je vais le guérir, ou grâce à moi il ira mieux. Mais bah, enfin non, j'ai toujours pas de diplôme de psychologue. Voilà, donc encore une fois, donc ça c'était dans notre position de la personne qui est avec la personne anxieuse. Je ne minimise pas du tout ce que c'est d'avoir un trouble anxieux et voilà, j'imagine très bien que c'est pas facile du tout et que voilà, il suffit pas de dire ah bon bah là à partir de maintenant c'est bon, j'arrête d'être anxieux. Je sais très bien, mais bon voilà, je parle pour enfin nos situations. Et pour avoir un avis de professionnel, je vous laisse avec Lisa. Alors pour répondre pour ton podcast, enfin oui, si ton podcast, du coup ce que je peux te dire c'est qu'effectivement quand tu es en couple avec une personne qui peut être anxieux slash anxieuse, bah, ça vient faire peser parfois sur la relation des tensions, etc. C'est-à-dire que la personne qui ne subit pas le trouble anxieux peut se sentir dépassée par ça, c'est-à-dire ne pas savoir quoi faire, comment gérer, comment aider son ou sa partenaire, et du coup avoir comme une forme de responsabilité envers ça, mais qui renvoie uniquement à de l'impuissance. Et du coup, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à aider et à aider l'autre. Et du coup, à ce moment-là, ça génère une forme de frustration qui peut parfois être jeté sur l'autre. C'est-à-dire que ça donne les choses suivantes. Non, mais je fais tout pour t'aider. Et toi, c'est jamais suffisant. Moi, j'en ai marre. Je donne mon maximum. Et c'est là où la personne qui subit déjà son anxiété peut voir ça comme une injustice et à son tour, par frustration de pas réussir à aller mieux, etc., ou à se détacher de ça, va de nouveau faire vivre la colère et la frustration sur l'autre. Oui, bah moi, je fais de mon mieux. J'essaie déjà de gérer ça. Si tu m'aimes pas comme ça, eh ben t'as qu'à t'en aller. C'est-à-dire avoir peur aussi d'être rejeté pour son propre trouble. Et quand on parle justement de ces notions-là d'aide et comment aider son ou sa partenaire, bah, il y a la thématique de pourquoi pas voir un professionnel parce que c'est pas à la conjointe slash conjoint de régler les problèmes de l'autre, même si son rôle c'est peut-être plus du soutien, d'être là, d'aider, et ben il peut pas le résoudre à sa place. Et ce serait même une erreur de le croire que ça soit d'une part ou d'une autre, quoi. Et du coup, aller voir un professionnel, donc un psychologue ou psychiatre même, mais peut-être plus dans l'idée de psychologue. Bah, on parlait de la notion d'être prêt, c'est-à-dire que parfois c'est compliqué parce qu'il peut y avoir une personne dans le couple qui dit oui, bah moi j'en ai marre de subir d'ailleurs ton trouble, j'aimerais bien que tu te fasses aider, etc. Et l'autre personne ne prend pas en compte cette demande-là parce que justement la demande d'être soigné, de prendre soin de soi-même, elle doit être ressentie à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on va pas prendre soin de soi pour l'autre, mais bien pour une démarche personnelle, c'est-à-dire pour son confort à soi. Comme ça nous paraîtrait d'ailleurs peut-être étrange de se dire ah bah je vais manger pour que ma copine soit rassurée. Ça pourrait nous paraître étrange, et ben là aller voir un psy pour que la copine, le copain se sentent mieux, et ben c'est pas suffisant en fait. Et c'est là où on parle de la notion de sentir prêt ou pas à travailler sur soi, parce que il y a le fait de ressentir que c'est maintenant qu'on a envie d'aller mieux, que c'est maintenant qu'on a le courage d'en parler,
que c'est maintenant qu'on a l'énergie pour faire ce travail-là sur soi-même, parce que parfois l'anxiété, etc., ça demande de faire des efforts sur soi, n'importe quel mal-être en fait, pour vouloir s'en sortir. Et du coup, en fait, les personnes qui sont dans une anxiété, dans une dépression, peu importe, dans une difficulté psychique, n'ont pas forcément, en fait, paradoxalement, l'énergie à mettre pour s'en sortir. Et c'est là où parfois il y a cette notion de pas maintenant, plus tard, etc., pour se faire soigner, parce que la personne se sent pas en capacité psychique, physique, même de disponibilité. Ah bah non, je travaille trop, ah bah non, j'ai des enfants à gérer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de prendre aussi du temps pour eux de ce côté-là. Et la demande d'un proche va juste venir renforcer le fait qu'il est problématique et qu'il doit vite se soigner, et du coup va même éloigner de l'objectif commun à ce moment-là, c'est-à-dire faire disparaître ce mal-être-là, quoi. Bon, je suis hyper contente d'avoir eu l'avis de Lisa là-dessus parce que c'est vrai que moi j'étais un peu dans cette position peut-être condescendante de dire à l'autre, bah genre oui, il faudrait que tu te fasses aider. Et en fait, oui, j'avais l'impression qu'il faisait pas d'effort pour nous, s'il faisait pas d'effort pour lui. Mais bon, c'est vrai que c'est avant tout, enfin, ça vient d'un désir personnel, quoi. Donc, c'est important de le rappeler. Merci, Lisa. Ce que je rajouterais aussi sur la notion d'être prêt pour faire le travail psychologique, etc., avec un thérapeute et autres, c'est sur la fonctionnalité même de la psychothérapie. C'est-à-dire que une personne qui viendrait avec des motivations qui sont autres qu'intrinsèques aura une psychothérapie qui a plus de chances de moins fonctionner ou mettre plus de temps pour obtenir des résultats visibles et escomptés, juste pour la simple et bonne raison que les motivations ne seront pas suffisantes et ne viendront pas générer justement le changement nécessaire en fait pour faire disparaître la douleur. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il est important que la personne soit prête d'elle-même et pas pour les autres à aller voir un thérapeute. C'est aussi pour le fonctionnement primaire de la psychothérapie, quoi. Bon, et alors là, dans nos deux exemples avec Betty, les deux histoires se finissent, pas forcément super bien, mais j'ai quand même demandé aussi à Lisa s'il y avait quand même des conseils ou des comportements à adopter pour bah, justement surmonter ce genre de situation quand on est en couple avec une personne qui est anxieuse. Au sein d'un couple, quand il y a cette thématique qui est présente, le plus important, c'est de pouvoir communiquer. Alors, communiquer sur quoi? Que la personne qui ressent les problèmes, que ce soit celui qui est entre guillemets porteur du trouble ou celui qui vit l'anxiété, ou le conjoint ou la conjointe, que les deux puissent communiquer sur leur ressenti. Donc ils puissent partager à leur partenaire justement, eh bien, voilà, moi dans telle situation, c'est ça que je ressens, etc. Déjà, dans un premier temps, ça aidera l'autre personne à ne pas prendre personnellement les problèmes de l'autre, je suis sûre que tu le fais exprès, tu pourrais faire des efforts, c'est-à-dire que l'autre ne le prendra pas personnellement, pas contre lui en fait, que ce sera pas pour l'embêter, mais que c'est vraiment la souffrance de son partenaire. Et ça, c'est important à comprendre pour justement pouvoir réagir dans le sens aidant, c'est-à-dire avec bienveillance, avec amour justement, et pas avec colère et confrontation, etc. Donc déjà, c'est important. Et que l'autre partenaire, donc c'est-à-dire celui qui de base se posterait en posture d'aidant, et ben que lui aussi puisse exprimer ce que cela lui fait vivre, donc sans culpabiliser l'autre, donc toujours en parlant de son ressenti. Et ben moi, je me sens comme ça, et éviter plus les communications qu'on appelle violentes, à base de reproches. Donc ça, il y a des principes sur la communication non violente. C'est-à-dire qu'on va éviter de parler à tu, c'est-à-dire on va pas dire à l'autre tu m'énerves, mais on va plus parler de son sentiment personnel, avoir sa propre responsabilité de son émotion et dire je suis en colère. Et là, la thématique est pas la même, c'est-à-dire qu'on a plus une forme de d'écoute et de compréhension et derrière de coopération plutôt que de confrontation au sein du couple. Ça va pas être je te reproche telle chose, ça va être voilà comment je le vis. Et de fait, de savoir chacun les besoins de l'un de l'autre, ça leur permettra plus ou moins de trouver des solutions aussi. Ah bah moi, ça me ferait du bien que quand je suis en état de crise, tu agisses comme ci, comme ça. Et de ce fait, il y a plus une harmonie plutôt que subir les conséquences du trouble, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils et ces explications. Donc oui, la communication non violente, c'est vraiment hyper important. Même pas forcément qu'en couple, hein. Dans toutes les situations où on éviter du conflit à l'autre personne de se sentir agressée, c'est la solution, quoi, de parler avec le je. Ma mère, elle dit, c'est le tu qui tue. Voilà, donc TU et qui tue, TUE, juste au cas où. Voilà, donc morale de l'histoire, communiquer. Encore une fois, c'était pas du tout un épisode de shaming sur les personnes qui sont anxieuses, vraiment pas du tout. C'était juste pour vous parler de cette situation quand on est de l'autre côté du couple, on va dire. Et que voilà, comme moi j'ai pu faire l'erreur d'avoir cette réflexion de me dire s'il va pas voir le psy, c'est qu'il m'aime pas limite. En fait non, c'est quand même plus compliqué que ça et c'est important de le savoir. Voilà, et après faut essayer d'apprendre à gérer et à vivre un peu avec ça et communiquer tout simplement. Je n'ai pas forcément de conseils en plus puisque de mon côté ça n'a pas marché. Pour Betty non plus, mais j'imagine qu'on a quand même appris de ces relations et voilà, ça avait pas du tout, je pense dans les deux cas on a été les deux quand même heureuses pendant quand même une grande partie de la relation. Et comme elle l'a dit, je le pense aussi, c'était vraiment un mec super avec beaucoup de qualités, mais voilà. Apparemment, ce n'était pas fait pour durer, et c'est vrai que maintenant, quand j'y repense, ça me soulage beaucoup. C'était il y a quand même il y a longtemps, hein, mais après, quand on s'est quittés, genre, une des raisons, je me disais parfois, en vrai, je suis contente de plus ressentir tout son stress, parce que c'était beaucoup à gérer pour moi en sachant que j'avais l'impression d'être seule à l'aider, quoi. C'était pas évident. Enfin bref, voilà, on va pas, je vais pas me remettre non plus en position de victime. Je sais que les deux côtés sont compliqués, mais bon, bref, vous aurez compris l'idée de cet épisode. Voilà, si jamais il y a des thèmes comme ça dont vous aimeriez parler, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Je trouve que les épisodes collaboratifs sont toujours hyper intéressants et c'est vraiment cool de voir d'avoir l'avis d'autres personnes, ou des expériences similaires ou non. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta Hello raconte sa life. Sinon, partagez, likez. Vous pouvez même mettre des commentaires sur Spotify. Répondre à la question qu'avez-vous pensé de cet épisode. Donc si vous voulez, vous pouvez répondre. Voilà. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'est assourdissant, j'entends plus rien. Tellement puissant, ouais, tremble.